18h, 10 juin 1944. Un train s'arrête pour la première fois à l'intérieur d'Auschwitz, quelques heures après son départ de Budapest. Les portes s'ouvrent et des milliers de personnes se déversent, criant et scrutant les environs. La fumée flotte dans l'air, se mêlant à l'odeur âcre des cendres piquantes. De violents cris de garde ordonnent aux passagers de placer leurs quelques biens le long des voies. Des sacs contenant uniquement le strict nécessaire et les biens les plus précieux qu'ils ont pu sauver de leur maison. Debout sur les rails se trouve Lukács. Il n'a que 16 ans. Avec lui se trouve son père, Sándor. Ils sont les derniers de leur lignée. Quelques jours auparavant, sa famille vivait dans un confort relatif. Lukács était à l'école, son père était pharmacien et il résidait dans un grand appartement. La vie était belle. Hier, tout a changé. Lukács et son père sont alignés sur une ligne rapide avec d'autres hommes et adolescents. À côté d'eux, il y a un autre file d'attente avec de jeunes enfants, des femmes et des personnes âgées. À l'avant, un médecin SS inspecte les arrivées. Lukács a entendu des rumeurs sur les atrocités commises par les nazis. Mais jamais, dans son rêve le plus fou, il n'aurait imaginé les voir de ses propres yeux. Il se trouve à l'intérieur d'Auschwitz-Birkenau, mais ce qu'il ne réalise pas encore, c'est la véritable portée de l'opération. Ce complexe, qui s'étend sur plus de 140 hectares, a été construit pour emprisonner, exploiter et exterminer des milliers de personnes. À droite de celui-ci se trouvait Auschwitz I, le premier camp de prisonniers établi en 1940. Initialement utilisé pour abriter la résistance polonaise et des personnalités politiques avant qu'ils ne deviennent surpeuplés et que Birkenau n'en prenne responsabilité en 1942. Il sert aujourd'hui de bureau pour la SS et sert de centre administratif au camp. Lukács et son père arrivent à l'avant. Ce n'est pas une ligne ordinaire. La vie ou la mort dépend de la décision du médecin. Un signe à gauche les épargne pour le travail forcé. Un signal à droite conduit aux chambres à gaz. Le docteur s'arrête et les regarde. Plus de 80% des personnes envoyées à Auschwitz sont tuées dès leur arrivée. Il y a quelques minutes à peine, Thomas, qui avait l'habitude de faire rentrer Lukács de l'école, et Madame Kovács, la voisine âgée qui leur apportait du pain chaud, ont été jugés inaptes au travail et envoyés à droite. Le docteur fait signe gauche et les gardes les repoussent. Certains pourraient croire qu'ils ont de la chance, mais ils ignorent encore les horreurs qui les attendent. Lukács et le reste des prisonniers nouvellement arrivés sont emmenés à l'extrémité ouest du camp. Lukács entre dans le bâtiment, connu sous le nom de sauna, et reçoit immédiatement l'ordre de se déshabiller. Il exécute. Les cheveux sont rasés de sa tête, de ses bras et de ses jambes. Une aiguille lui transperce la chair. Un numéro est imprimé sur sa peau. Dans la pièce voisine, des centaines d'hommes se douchent avec de l'eau glacée. En l'espace de quelques minutes, tout ce qui rendait Lukács spécial a été dépouillé. Lorsque Lukács est amené au baraquement, il passe devant les bâtiments Canada. Il s'agissait d'un sombre dépôt d'effets personnels jeté par ceux qui venaient d'arriver. Chaque objet racontant une histoire d'espoir et de désespoir. 30 baraquements abritaient les objets des milliers d'arrivants quotidiens. À l'intérieur, les bâtiments étaient remplis d'étagères empilées. Les ouvriers ont reçu l'ordre de tout organiser, de le trier et de l'emballer pour l'envoyer aider les efforts de guerre nazis. Lukács est poussé dans sa nouvelle maison, son père à ses côtés. La pièce est exiguë, remplie d'hommes et de garçons, tous réduits à l'ombre d'eux-mêmes. Des rangées et des rangées de couchettes en bois s'empilaient par trois, chacune à peine assez large pour qu'un homme puisse s'allonger à plat. L'air est lourd, saturé de l'odeur de la sueur, de la putréfaction et de la maladie. Les sols sont humides et recouverts de saleté. Les murs en bois sont nus, offrant peu d'isolation. Une seule lampe tamisée se balance du plafond, projetant juste assez de lumière pour que Lukács et son père puissent revendiquer un petit espace sur un lit du haut. Sur le bois dur, ils s'endorment, inconscients de la journée chaotique qui les attend. Ils se trouvent actuellement dans le camp juif. Birkenau abrite environ 300 baraquements en bois et en briques, divisés par type de prisonniers. Les femmes sont logées dans les secteurs B1A et B1B.
tandis que les prisonniers roms se trouvent dans le secteur B2A. D'autres groupes, tels que les hommes homosexuels, les criminels et les témoins de Jéhovah, sont également ségrégés. Chaque groupe porte un badge spécifique pour indiquer son identité. Lukács a à peine dormi. Il se lève de sa couchette et secoue son père. Il a la nette impression qu'il doit se préparer rapidement. Tout le monde sort de la baraque. La pluie commence à tomber. Lukács sent le froid s'infiltrer. Son corps frissonne alors qu'il se tient debout en silence. Autour de lui, les épaules s'affaissent sous le poids de l'épuisement. Un homme dans la rangée devant trébuche et s'effondre tête première dans la boue. Pas un seul prisonnier ne bronche. Un garde SS écrit quelque chose dans son livre. Le temps pèse lourd sur Lukács. « Est-ce que quelqu'un va l'aider ?» se demande-t-il. L'un des gardes aboie un ordre. Un prisonnier en uniforme semblable, mais muni d'un brassard, s'avance et, sans hésiter, saisit le corps par les bras. L'homme est emporté, laissant une tache de boue dans son sillage. Lukács le sait. Il vient de voir la mort pour la première fois. Il devient clair que la survie ici dépend de l'endurance, du fait d'attirer peu d'attention et de ne pas tomber malade. Lukács est affecté à un groupe de travail à Auschwitz-Monowitz. Une peur inquiétante s'installe. Il ne sait pas où va son père et, au fond de lui, il craint de ne plus jamais le revoir. Alors qu'il marche avec les autres jusqu'à son poste, une étrange mélodie commence à flotter dans l'air. Lukács regarde autour de lui, cherchant d'où vient la musique. Il distingue un orchestre. Un groupe de femmes se tient sous le regard attentif d'un chef d'orchestre, interprétant des chansons pour les prisonnières. Leurs voix s'élèvent dans des harmonies obsédantes, contrastant fortement avec l'environnement sombre. Avant qu'elle ne disparaisse de sa vue, il croise le regard d'une jeune fille qui joue la flûte. Un bref instant, elle lui offre un sourire, et Lukács lui répond par le sien. Lorsqu'il arrive à son poste, Lukács est choqué. Monowitz est le troisième et dernier ajout d'Auschwitz, un immense complexe industriel. Ils produisent principalement du caoutchouc synthétique et du carburant, exploitant le travail des esclaves du camp pour soutenir les efforts de guerre de l'Allemagne. Ce grand complexe industriel était dominé par de hautes cheminées en briques émettant une épaisse fumée noire. Les bâtiments de l'usine sont massifs, avec des fenêtres à barreaux qui leur donnent un aspect de prison. Pendant les 6 heures suivantes, Lukács travaille jusqu'à l'épuisement. Le moindre prétexte suffit pour être crié dessus, tourmenté ou frappé. Son groupe a pour mission de décharger et de déplacer des sacs remplis de matières premières lourdes, depuis un wagon de train jusqu'à un tapis roulant. Pendant que Lukács travaille, il se perd dans ses pensées pour distraire son esprit de la douleur. Il se demande pourquoi si peu de gens étaient au courant des opérations d'Auschwitz. C'est parce que le camp étant situé dans le sud de la Pologne, à environ 25 000 de la grande ville de Cracovie, ce n'était pas un accident. Dès sa création, il disposait déjà de liaisons ferroviaires permettant le transport aisé des prisonniers et des fournitures. Sa proximité avec des zones habitées permettait au camp de rester occupé, tandis que son isolement relatif contribuait à le dissimuler au reste du monde. Ses pensées continuent. Tout au long de la matinée, 2 autres prisonniers s'effondrent et sont laissés pour morts. Contrairement à avant, personne n'est là pour les amener. Alors que l'horloge sonne 12 heures, les ouvriers s'arrêtent. C'est l'heure de la nourriture. Lukács reçoit sa ration de soupe aqueuse avec des navets pourris et des pelures de pommes de terre. Pendant que Lukács mange, il entend 2 co-détenus discuter de rumeurs sur des expériences bizarres qui se déroulent près de l'hôpital principal. À l'intérieur de l'une des pièces se trouve Józef Mengele, l'un des médecins les plus maléfiques que le monde ait jamais vu. La tâche d'aujourd'hui consiste à travailler sur des jumeaux, une obsession particulière. Quelques jours auparavant, il les avait infectés avec le typhus pour voir comment leurs gènes affectaient leur risque de tomber malade. Maintenant, il vérifie leur progression. Si l'un des jumeaux meurt, le frère ou la sœur survivant est tué pour permettre une dissection côte à côte. Sa mission, c'est la pureté raciale. Ses expériences ne connaissent aucune limite. Pendant ce temps, à Monowitz, la journée s'étire. Lukács sent ses jambes s'alourdir à chaque pas. Le travail semble interminable, puis ça arrive. Il ralentit, juste une seconde. Son emprise sur le matériau se relâche et un craquement aigu résonne lorsqu'il touche le sol. Sans hésiter, un garde se précipite. Son visage est tordu par la rage.
Lukács a à peine le temps de réagir avant que les coups ne s'abattent sur lui. Le garde ne s'arrête pas. Ses cris ne vaudraient que davantage de punition. Lukács est laissé effondrer dans la terre, à bout de souffle. Il sait que s'il reste au sol trop longtemps, il sera entraîné. Lukács souhaite que son père puisse être là pour le réconforter. Soudain, une pensée horrible vient à l'esprit. Et s'il était mort? Alors que Lukács retourne en boitant à son baraquement, un groupe de gardes marche dans une autre direction. Leurs quartiers sont au monde très différents, à l'abri des horreurs qui les entourent. Cette section du camp est composée de plus de 30 bâtiments abritant des centaines de gardes SS. Les baraquements sont en briques et comprennent plusieurs pièces, souvent équipées de meubles de base tels que des lits, des tables et des rangements personnels. Les mêmes officiers qui torturent et assassinent des prisonniers tous les jours ont accès à des commodités telles que des installations sanitaires appropriées et le chauffage. 17h. Lukács entre dans son baraquement. Parmi les centaines de prisonniers qui s'y trouvent, il utilise ses forces restantes pour voir si son père est parmi eux. Finalement, près de sa couchette, il voit un homme courbé de sang sur le sol. C'est son père. Il le serre dans ses bras, mais son père est presque trop faible pour se tenir debout. Il a été affecté à la pose de voie ferrée pendant la journée. Quelqu'un a tenté de s'échapper. Ils ont été abattus sur place. Presque tous les autres membres du groupe ont été violemment battus, y compris son père. Lukács dit à son père de rester sur place et se précipite pour chercher de la nourriture. Sur le côté nord du camp se trouvait une rangée de baraquements de cuisine. Il y en avait un ou deux pour chaque section des différents groupes de population. À l'intérieur, des prisonniers préparent le dîner pour les ouvriers. Lukács arrive et parvient à trouver 2 morceaux de pain rassis et un petit saucisson. Il se dépêche de revenir. Pendant que son père se rétablissait dans sa couchette, Lukács aperçut du coin de l'œil un petit groupe de prisonniers blottis ensemble sur le sol de terre. Ils jouaient aux échecs. Les pièces ont été grossièrement façonnées à partir de bois. La planche elle-même a été rayée dans le sol en terre battue, ses lignes inégales mais suffisamment claires pour suivre. L'un des hommes a vu Lukács planer et l'a invité à le rejoindre. Pendant quelques minutes, il n'était pas à Auschwitz. Ils n'étaient pas prisonniers. C'étaient des joueurs d'échecs, des stratèges, des tacticiens. Pendant les mois qui ont suivi, ce furent les seuls moments que Lukács attendait avec impatience. L'été 1944 a apporté près de 2 mois d'enfer pour Lukács et son père, alors que la machine de guerre nazie s'effondrait rapidement. À l'est, les forces soviétiques avançaient, récupérant près de 100 000 km² de territoire. Le temps était compté pour les nazis, mais il était aussi compté pour Lukács et les milliers d'autres prisonniers encore piégés à l'intérieur. 6h du matin, 1er août 1944. Depuis leur arrivée à l'intérieur, il y a près de 2 mois, Lukács et son père ont dû faire face à une vie brutale. Peu de nourriture, pas de pause et des coups constants. À l'extérieur, alors qu'il rejoint son poste de travail, Lukács constate que son père est à peine conscient. Puis, il entend un bruit sourd. À quelques mètres de là, son père s'est effondré dans la boue et ne bouge plus. Lukács s'arrête un instant, se demandant comment il pourrait l'amener à l'hôpital des prisonniers. De nombreux prisonniers souffraient de tuberculose, de paludisme, de méningite et de dysenterie. Le père de Lukács subit le même sort que d'innombrables autres. L'épuisement mêlé à la famine. Cette section du camp se composait de plus d'une douzaine de baraquements dans des conditions répugnantes. Les médecins du camp ne pouvaient pas aider beaucoup de leurs patients. Ils étaient aussi prisonniers eux-mêmes. Même s'ils étaient transportés à l'hôpital, les conditions étaient si sordides que les chances de survie seraient extrêmement faibles. La nuit, les rats mâchaient les jambes des malades, vivants et morts. Un garde d'essai s'approche du père de Lukács et lui crie de se relever. Il rassemble toute la force qu'il a pour se tenir debout. Mais son destin est scellé. Le garde donne un signal et 2 autres gardes viennent l'escorter. Il ne se rendra pas à l'hôpital. Le père de Lukács est placé en ligne constante pour entrer dans le bâtiment numéro 2 du crématorium au nord-est du camp, loin du baraquement des prisonniers.
Ces 4 structures sont construites avec des façades trompeuses pour éviter la panique face au destin imminent. À l'intérieur, la pièce est nue et sans fenêtre, à l'exception d'une caractéristique troublante, une série de hautes colonnes recouvertes de mailles qui s'étendent du sol au plafond. Ces colonnes étaient le système de livraison du Zyklon B, le pesticide à base de cyanure utilisé pour tuer des prisonniers en nombre effroyable. Une fois la chambre scellée, les gardes SS déposent des pastilles de gaz à travers ces colonnes, libérant des fumées mortelles remplissant la pièce en quelques minutes. Chaque chambre à gaz était reliée à un crématorium adjacent, où les corps étaient immédiatement éliminés. Au sommet de l'Holocauste, en 1944, le camp tuait chaque jour entre 3000 et 5000 personnes. Ce jour-là, le père de Lukács en faisait partie. Entre août 1944 et janvier 1945, les Soviétiques se rapprochent de plus en plus de la patrie allemande. Les SS commencèrent à abandonner divers camps de concentration et de travail qu'ils avaient construits sur tout le front de l'Est. En janvier 1945, les Soviétiques entrèrent à Auschwitz. Les troupes y voient quelques milliers de prisonniers, décharnés et affamés. Pour eux, c'est la libération. Mais pour Lukács, c'était trop peu, trop tard. Il était à 250 000 de là. Marchant au cœur de l'hiver avec 1 millier d'autres, Lukács a réussi à se rendre jusqu'à présent, mais son corps ne peut plus le supporter. Il s'effondre sur le bord de la route, tombant la tête première dans la neige. Un garde lui crie de se lever, mais Lukács n'en a plus la force. Le dernier bruit qu'il entend est celui d'un fusil en train d'être armé, suivi d'un coup de feu qui résonne dans l'air froid. Auschwitz a fonctionné de mai 1940 à janvier 1945. Elle s'est agrandie à partir du baraquement d'origine d'Auschwitz pour inclure Auschwitz-Birkenau et l'usine d'esclaves d'Auschwitz-Monowitz. Lukács et son père sont peut-être fictifs, mais ils représentent les innombrables vies brisées par le régime nazi et ses partisans au cours de leur terreur impitoyable à travers l'Europe. Sur les 1,1 million de personnes transportées à Auschwitz, plus de 900 000 ont été tuées ou ont travaillé jusqu'à la mort peu de temps après leur arrivée.